quelque chose d'essentiel. Toute cette action climatique, toute cette réflexion sur cette transition extraordinaire que nous devons à tout prix réussir, elle se base d'abord sur la science. Et pour pouvoir faire cette réflexion, quoi de mieux de commencer par l'analyse qui a été faite des rapports du GIEC, et en particulier ce 6e rapport qui se découpe en 3 tomes. On fait ça depuis 90. On les publie à peu près aux 5 ans, avec pandémie COVID qui décale un petit peu. Mais c'est quelque chose de fondamental parce que c'est faire la synthèse, non pas décrire ce qu'on doit faire en termes politiques, mais faire la synthèse de ce que la science nous dit au niveau climatique, au niveau, bien sûr, des impacts et de l'adaptation, et bien sûr, au niveau des stratégies de mitigation. Pour faire ça, j'ai le bonheur d'être accompagné de 3 panélistes évidemment exceptionnels. Le premier qui vient de sourire, c'est évidemment Alain Bourque, qui est le directeur général chez Uranos. Bonjour Alain. Qui a trouvé dans son agenda actuellement à la COP 27 un peu de temps pour nous. Donc, merci beaucoup Alain de cet effort exceptionnel. On a aussi de Paris la professeure Anna-Maria Lamel, qui est en plus une des autrices de ce 2e volet du GIEC. Elle est à l'Université Paris 8. Bonjour Anna-Maria. On ne vous entend pas pour l'instant, mais lorsqu'on commencera, bien sûr, on aura le bonheur de vous entendre. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, évidemment, Normand Mousseau, qui est probablement à Montréal, professeur donc à l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de l'énergie Trottier, qui aura l'immense privilège de nous dire voici comment on va régler ça, cette question climatique, en traitant de façon plus particulièrement du 3e rapport, c'est-à-dire les enjeux en matière de mitigation. Bonjour. Quelques éléments de base pour mettre la table à cette discussion, parce que l'intérêt, c'est surtout ce que nos panélistes vont nous dire. Si on revient un peu sur cet enjeu en matière de sciences climatiques, qu'est-ce qu'on se dit dans le premier rapport? Quel est le constat? D'abord, l'élément le plus important, c'est que l'humain a transformé le système climatique de façon profonde et généralisée. Il n'y a plus de doute sur ce sujet, c'est une évidence scientifique. La répercussion de l'activité humaine est sans équivoque. Ça, c'est fondamental dans l'action. Cette transformation, ce n'est pas causé par un phénomène naturel, c'est causé par l'activité humaine, c'est essentiel. On a travaillé dans le cadre du rapport du GIEC, sur 5 scénarios, 2 qui sont compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire 2 degrés ou 1,5, 3 autres qui nous amènent à des niveaux d'émissions qui sont plus élevés. On y reviendra sur ce type de scénario. Vous les connaissez tous, avec des impacts importants, avec des hausses de température possibles à la fin du siècle de 5 degrés dans le pire des cas, de 1,5 dans le meilleur des scénarios, avec des changements, des transformations radicales de l'ensemble de notre société. Un autre élément qui est fondamental, c'est de comprendre que ce processus actuel de modification du climat qui nous amène à 1,15 présentement d'augmentation de température, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Dans le rapport du GIEC, on nous dit, dans ce premier rapport sur la physique du climat, que cette augmentation de température de plus de 1 degré par rapport à la normale, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis au moins 2000 ans. Pour ceux qui veulent une vision de long terme, ça commence à dater un petit peu cette approche et on pourrait remonter encore beaucoup plus loin pour tenter d'observer des variations climatiques qui sont aussi importantes que ce qu'on vit présentement. Ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, et c'est pour ça qu'on se dit que c'est un enjeu existentiel si on reprend les propos du secrétaire général des Nations unies, qui est un militant actif de cet enjeu, c'est évident. On nous dit aussi donc dans ce rapport que c'est l'être humain qui détermine le climat à venir. C'est les choix qu'on va faire, les choix qu'on a faits antérieurement, mais aussi les choix qu'on va faire dans le futur qui vont déterminer à quoi va ressembler le climat en général. Donc, est-ce qu'on va réussir à maintenir cette hausse de température à 1,5 comme on l'espère dans l'accord de Paris avec les scénarios le plus optimistes? Ou est-ce qu'on s'en va à l'échelle mondiale vers une température de près de 5 degrés dans le scénario le plus catastrophique? Vous avez vu comme moi les analyses qu'on a faites présentement, c'est qu'on se dit qu'on se promène autour de 2,5 à peu près dans les scénarios de mise en œuvre des accords actuels. Mais donc, c'est ça qu'on va tenter de définir un peu ce matin, les impacts, les adaptations et comment on fait pour tenter de limiter le plus possible
ces enjeux. On sait aussi qu'il y a des impacts importants au niveau de la mer, avec la hausse du niveau de la mer importante. Et là, dans le premier rapport, on dit quelque chose qu'on n'avait pas vraiment dit avant. On nous dit, dans tous les scénarios, qu'importe ce qu'on va faire, la température va augmenter dans les 20 prochaines années, d'où l'importance de s'adapter, nous dira Alain Bourque. Mais en même temps, on sait que la hausse du niveau de la mer, pour la première fois dans ce rapport, on nous dit c'est possible avec un scénario qu'on appelle le 8.5, avec les niveaux les plus élevés de concentration de CO2 et de haute température, que ce niveau de la mer devienne beaucoup plus élevé que prévu. Et on sait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train d'échapper. La hausse du niveau de la mer, on n'en sort pas. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps sur une très longue période. Mais pour la première fois, le GIEC nous dit que ça pourrait être plus élevé que les scénarios conservateurs qu'on présente dans le scénario le plus catastrophique. On nous dit surtout qu'il n'y a pas aucun endroit sur la planète qui est à l'abri de cette hausse des températures et du niveau de la mer. Et donc, toutes les populations sont affectées, d'où l'importance de travailler en mode collaboration sur cet enjeu mondial. Ça reste essentiel. Donc, toutes ces régions sont affectées et par la fait même, toutes les régions doivent collaborer à cette mise en œuvre de façon différente, évidemment. C'est l'essentiel du message qu'on fait au niveau du GIEC depuis déjà 1990, date du premier rapport. Un dernier point qui est fondamental, parce que souvent dans ces discussions climatiques, on se dit quelle est la cible, quel est l'objectif, on va faire quoi 2030, 2025, 2050, la carboneutralité. Mais on a introduit dans le rapport 1 quelque chose qui est fondamental à cette réflexion. Dans la discussion, ce n'est pas seulement l'objectif qui est important, mais c'est aussi la trajectoire pour y arriver, parce que ces émissions de gaz à effet de serre ont des impacts cumulés dans le temps. Malheureusement, nos émissions de GES, et en particulier le CO2, ont des impacts de très long terme sur le climat. Donc, on a simulé finalement ce que nous avions comme budget encore disponible en termes d'émissions de CO2, avec évidemment beaucoup d'hypothèses, ce qu'on a émis comme CO2 depuis cette révolution industrielle, avec des scénarios sur comment faire pour maintenir cette température à 1,5 si on est, mettons, avec 50% de degrés de chance d'atteindre l'objectif. Le constat est simple, il nous restait à peu près 500 gigatonnes de CO2 mondial à émettre. En haut de 500 gigatonnes, la concentration de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère devient finalement, rend impossible d'atteindre cet objectif de 1,5. Et ça, c'est fondamental parce qu'on émet à peu près 35 gigatonnes par année. Donc, ça nous dit la trajectoire, si on continue, même sans augmentation, mais si on continue ce qu'on fait présentement, ben dans un peu plus d'une décennie, ça sera physiquement impossible, même si on arrête radicalement les émissions de CO2, on les ramène à zéro, ça deviendrait physiquement impossible de limiter cette hausse de température à 1,5. Donc, ça illustre l'importance de cette trajectoire. Il faut que cette réduction se fasse année après année de façon importante pour qu'on puisse collectivement, mais aussi transposer ça à l'échelle nationale, respecter ce budget global en matière de réduction des émissions, d'où le message fondamental, réduisons beaucoup, vite, ça presse, fondamental, et bien sûr, ça nous permettra de faire des gains importants par rapport à une situation de laisser-faire qui serait catastrophique du point de vue environnemental, social, économique. Et quand je fais ça, je suis en train de parler des impacts. Je vais donc me taire et laisser la parole, comme prévu, à nos trois panélistes après cette très, très, très brève introduction. On va commencer et on va diviser cette tâche-là phénoménale de vous résumer ces milliers de pages en si peu de temps. Donc, on va commencer avec Alain Bourque qui va vous parler de ces enjeux en matière d'impact et adaptation. On reviendra avec Anna-Maria et puis ensuite, Normand pourra compléter le tout. Et comme on vous a dit au départ, on se gardera un petit peu de temps aussi à la fin pour faire une discussion avec les personnes qui ont choisi d'être avec nous ce matin et merci d'être là. Donc, Alain, je te laisse la parole. Tu as à peu près une quinzaine de minutes. Merci. Parfait. Merci. Merci, l'autre Alain. Donc, je vais partager un écran parce que contrairement à Alain Webster, j'ai tendance plutôt à utiliser une PowerPoint pour illustrer certains de mes propos. Alors,
que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Parfait, merci. Alors, donc, effectivement, le rapport qui a été publié en février, en février 2022 concernait spécifiquement les impacts, les vulnérabilités et l'adaptation. Je vais rapidement vous parler du rapport, mais je vais suivre dans une deuxième partie où je vais tenter de mettre en contexte les impacts, surtout dans une perspective québécoise, parce que en fait, je pense que je vais passer tout de suite à la prochaine slide pour dire que, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, Alain, les rapports du GIEC, c'est toujours plusieurs milliers de pages. Et donc, ça devient quand même assez difficile à synthétiser de façon très brève. Alors, ce que je voulais présenter là, par rapport au rapport du GIEC pour le groupe de travail numéro 2, c'était de vous inviter à aller voir le site du GIEC, qui a de plus en plus de matériel quand même assez facile à comprendre, plaisant à lire, avec des petits atlas, etc. Donc, le rapport, il est scindé notamment en différentes parties de la planète parce que la majorité des impacts se font aux échelles nationales, voire même régionales et locales. Donc, clairement, les impacts sur le nord-est de l'Amérique du Nord sont nettement différents des impacts sur le sud-ouest de l'Amérique du Nord, par exemple. Et donc, on peut aller consulter soit des chapitres en lien avec les continents ou encore des chapitres en lien avec différents secteurs pour en savoir davantage. Donc, le rapport fait un survol des impacts, des risques, surtout les dernières connaissances acquises au cours des 7 dernières années depuis donc, le 5e rapport du GIEC. Il parle aussi de plus en plus de la notion des options d'adaptation, des obstacles à l'adaptation. Donc, le GIEC se range de plus en plus du côté d'apporter des solutions à la gestion des risques climatiques, ce qui était moins le cas dans les premières versions qui mettaient l'emphase sur les impacts et les risques presque exclusivement. Et aussi, le dernier point, on voit de plus en plus le mot résilience apparaître de façon complémentaire à l'adaptation. Et donc, on a des parties du rapport qui sont dédiées, par exemple, aux stratégies ou aux façons de développer un monde plus résilient face au changement climatique. Alors, des constats, il y en a une panoplie de constats, mais il y en a peut-être juste 2 que je voulais mentionner plus spécifiquement. Là. Les changements climatiques ont déjà des impacts physiques substantiels dans les différentes régions du monde. Et puis, tous les pays à l'étude connaîtront une augmentation d'au moins un type majeur d'impact sur leur capital humain, physique ou naturel d'ici 2030. Et si on met l'emphase, par exemple, sur le chapitre Amérique du Nord, si vous pouvez peut-être davantage regarder là, sur la partie droite du transparent, ce qu'on fait, c'est qu'on a des genres de cartographie de risques ou de compréhension des risques en fonction de différents secteurs, allant des ressources énergétiques, en lien avec des impacts sur la pauvreté, sur la santé et les communautés, sur les villes et les infrastructures, sur le bois, les fibres, l'agriculture, etc., les ressources en eau, les océans et l'eau, les terres et les ressources en eau. Et on compare ça avec différents types d'indicateurs climatiques, parce qu'on sait que les changements climatiques en termes de température planétaire ne sont qu'un indicateur de qu'est-ce qui se passe avec les changements climatiques. Mais si on veut s'intéresser aux impacts, il faut souvent s'attarder à des impacts très spécifiques en lien avec la chaleur, les extrêmes de chaleur, de froid, en lien avec les précipitations abondantes, les inondations, les vents violents, les ouragans, la neige et la glace qui a tendance à disparaître dans plusieurs régions, les aspects côtiers. Alain a déjà parlé du problème du rehaussement du niveau de la mer et d'autres facteurs. Et donc, il y a des fact sheets, si je peux dire en bon français, qui sont disponibles pour chacun des continents et qui permettent d'avoir un bon aperçu des impacts en fonction des différentes régions qui nous intéressent. Naturellement, je pense qu'on peut résumer en disant que tout ça est de plus en plus compris, même par les gens en général, là, sur le terrain. Et c'est clair que la multiplication, l'intensification des événements extrêmes, c'est vraiment ça qui vole la vedette par rapport aux impacts des changements climatiques au cours des dernières années. Par contre, il y a quand même beaucoup de documentation qui montre que les impacts des augmentations de température ou des changements de régime climatique très graduels
ont aussi des impacts graduels sur des écosystèmes naturels, sur les infrastructures, même sur des aspects économiques, les ressources naturelles, par exemple, etc. Et ça, on en parle malheureusement beaucoup moins, mais malheureusement, même si on atteint la carboneutralité et que le climat se stabilise, ben, les impacts en lien avec ces changements graduels-là vont continuer à se réaliser, même après qu'on ait atteint la carboneutralité. Puis Alain t'a donné un très bel exemple avec le rehaussement du niveau de la mer. Donc, même si on atteint la carboneutralité vers 2050, et là, je parle bien de la carboneutralité mondiale, parce qu'il faut bien comprendre que même si on atteint la carboneutralité au Québec, l'atmosphère n'a pas de frontières, et donc il est important que l'ensemble de la planète embarque dans la carboneutralité. Mais Alain, une fois qu'on a atteint la carboneutralité, je me permets de t'interrompre parce que tu as utilisé 2 fois le mot si on atteint la carboneutralité. C'est interdit ce volet conditionnel. C'est lorsque nous allons l'atteindre et le plus tôt possible. oui, d'accord, mais je vais y revenir justement par rapport à l'atteinte de la carboneutralité, les conséquences que là, notamment sur l'ampleur des efforts en adaptation qu'il va falloir faire pour la suite des choses. Mon point ici, c'est de dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a des changements qui sont de fond aussi, des changements graduels des températures, des régimes de précipitation, etc. Et même une fois qu'on a atteint la carboneutralité, ben, le rehaussement du niveau de la mer, par exemple, va se poursuivre. Les écosystèmes ne seront pas soudainement pleinement adaptés aux nouvelles conditions climatiques et les forêts vont avoir à se stabiliser au cours des prochaines décennies à cette nouvelle atmosphère que l'on espère effectivement réchauffer de 2 degrés Celsius ou moins afin de minimiser l'ampleur de ces impacts-là. Ici, c'était vraiment pour rappeler l'importance. Oui, il y a les extrêmes, là, mais il y a aussi des transformations de fond subtiles et graduelles qui se font et qui ont des impacts notamment sur les écosystèmes naturels de façon très importante. C'est pour ça que la COP biodiversité à Montréal, je pense, va être aussi très importante pour faire les liens entre la COP climat et la COP biodiversité. Ici, je vais passer très rapidement sur cette slide qui, là, se déplace un petit peu plus sur les enjeux vers le Québec. Juste vous rappeler que ce que ça veut dire, les changements climatiques, ce qu'Alain a dit par rapport au Québec. Ici, vous avez un graphique de l'évolution potentielle des températures moyennes pour la région de Montréal. Alors, vous avez le scénario où on atteint la carboneutralité mondiale le plus tôt possible en 2040 et vous avez les scénarios plus pessimistes où les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre continuent leur croissance. Et donc, on obtient des changements de température là, de l'ordre de 6 à 8 degrés Celsius, tout à fait spectaculaire pour le sud du Québec. Donc, on veut absolument l'éviter. Et là, ce qu'on a vu, dans le fond, au Québec, et puis c'est un peu partout dans le monde comme ça, jusqu'en les années 80-90, la variabilité naturelle était comme l'acte 1 du changement climatique. Il n'y avait pas de changement climatique encore très significatif qui se matérialisait. On a vu au cours des 30 dernières années l'émergence du signal changement climatique. Et là, on est entré dans une nouvelle ère où on tente d'atteindre la carboneutralité, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, le momentum climatique est déjà là. On sait que ce n'est pas demain matin qu'on va atteindre la carboneutralité. Et ça fait en sorte qu'à l'horizon 2040, ben, le changement climatique, il y a une partie du changement climatique qui est devenue malheureusement incontournable. La machine climatique est en quelque part un peu amorcée. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a des changements climatiques qui, espérons-le, vont être limités à 2 degrés Celsius, mais qui pourraient aussi, naturellement, être plus importants si on y va de façon plus réaliste, si je peux dire comme ça. Et donc, l'étape 4, en fait, l'acte 4 du changement climatique, c'est la question, ben, je vais reformuler ce qui est écrit ici sur la slide en disant à quel moment allons-nous atteindre la carboneutralité? C'est clair que si c'est dans 2100, ben, il va y avoir un impact des changements climatiques qui va naturellement justifier peut-être davantage de mesures d'adaptation. Puis là, ici, c'est l'idée des petites images du côté droit, c'est-à-dire que la lutte au changement climatique consiste en fait à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter le problème à sa source, mais il va falloir s'adapter. Il y a une partie du changement climatique qui est devenue inéluctable. Et là, à partir de maintenant, ben, je vais passer au volet un petit peu plus adaptation. Alain, si tu me permets très rapidement sur ta figure, il y a un autre élément qui est intéressant et tu l'as mentionné, ça c'est la simulation Québec dans un scénario très optimiste. Donc, ça illustre le fait, un peu comme en Europe, où ça fait la manchette encore cette semaine, que les impacts à l'échelle québécoise, canadienne, sont plus importants que ce qu'on observe à l'échelle mondiale.
Et là, on le voit bien sur ta figure, même dans le scénario très optimiste, dans le meilleur des cas, on est à plus de 2 degrés Celsius dans le sud du Québec et c'est encore plus important dans le nord. Oui, tout à fait. Puis en fait, les régions continentales se réchauffent inévitablement de façon plus importante que les surfaces océaniques, puisque au-dessus des surfaces océaniques, l'océan s'accapare une partie du réchauffement. Puis il y a d'ailleurs beaucoup d'énergie qui s'est accumulée dans le système climatique. Donc, effectivement, exclusivement penser à s'adapter à plus 2 degrés Celsius est une erreur, parce que pour le Québec, ça va fort probablement. Pour le sud du Québec, ça va être à peu près 2 fois plus important comme ampleur de changement climatique, alors que pour le nord du Québec, on peut parler d'un facteur 3 et même l'Arctique d'un facteur 4. Donc, les impacts et les enjeux, naturellement, sont modulés en fonction de l'ampleur de ces changements. Très rapidement, un survol là, où je mets justement les changements de température et de précipitation qui sont attendus à l'horizon 2050. Si tout va bien, on atteint la carboneutralité en 2050 et on a à s'adapter qu'à un réchauffement de plus 4,3 degrés Celsius dans le nord et de plus 3,5 dans le sud. Par contre, si la carboneutralité est plus lente, ça prend plus de temps à être atteint, bien là, malheureusement, on a des scénarios complètement à droite où on voit l'ampleur des changements climatiques qui sont beaucoup plus impressionnants et qui font en sorte que l'ampleur de l'adaptation va être beaucoup plus grande et même que probablement on va avoir atteint certaines limites à l'adaptation et ça va se transformer en impact où on va avoir beaucoup de difficultés à gérer ce type d'impact. Je continue avec la slide assez classique que j'ai utilisée un peu pour résumer là, les impacts pour le Québec. Alors, il y a le Québec côtier aussi, où on voit très concrètement depuis une quinzaine d'années des impacts des changements climatiques et les zones côtières sont assez affectées un peu partout dans le monde. Le dernier point, et ça, on en parle dans le rapport du GIEC de plus en plus, et moi, je vous prédis que ça va s'amplifier dans le temps. On est en train de réaliser qu'au-delà des impacts biophysiques très régionaux et locaux qu'il peut y avoir, il va y avoir des impacts en lien avec la connexion des impacts des changements climatiques et une certaine forme de mondialisation, les échanges commerciaux, la migration. Il y a même plusieurs articles qui mentionnent que les sécheresses dans les régions du Moyen-Orient ont contribué à faire en sorte que les gens du monde rural se sont déplacés dans les villes, ce qui a créé des tensions, etc., et qui ont contribué d'une certaine façon à des guerres. Je ne dis pas que le changement climatique ici est le seul facteur d'une guerre, mais le point, c'est que les changements climatiques se mélangent avec une dynamique socio-économique et politique extrêmement complexe et il y a beaucoup des impacts qui vont se matérialiser dans le système humain de cette façon-là. Donc, en fait, il y a de plus en plus de gens, je pense, en études des changements climatiques qui commencent à dire, bien, finalement, oui, il y a les impacts biophysiques, mais il y a aussi comment ça va venir changer les relations entre les pays, les chaînes d'approvisionnement, etc., qui va être extrêmement importante à regarder. Et ça, la science est encore en train là, de débuter à travailler là-dessus. Donc, Alain, en plus des impacts physiques associés à ces changements climatiques, un ensemble de stress supplémentaires associés à d'autres facteurs perturbateurs, notamment en termes socio-économiques, partout sur la planète. Tout à fait. Et il n'est pas impossible que l'ampleur de ces impacts-là devienne, à plusieurs égards, prédominant par rapport à des impacts que l'on avait peut-être trop analysés sous l'angle biophysique et très régional et local. Et donc, il faut bien comprendre qu'on va, à cause des changements climatiques et des impacts, on va fort probablement rentrer dans un monde qui va être de plus en plus complexe, où les impacts des changements climatiques vont se combiner avec d'autres actions, des aspects d'immigration, etc. Donc, ça, c'est un point qui est scientifiquement, je dirais, à surveiller par rapport à l'ampleur des risques qu'on a devant nous pour pouvoir s'adapter. Très rapidement, je passe rapidement sur l'adaptation. Bon, en survol, là, ce qu'on parle dans le rapport du GIEC, c'est les différentes formes d'adaptation. En fait, ce qu'on constate dans le rapport du GIEC, c'est qu'il y a des avancées en adaptation. Il y a des success stories très locales ou régionales où il y a des exemples. Naturellement, ça ne va pas à l'échelle requise pour pouvoir pleinement s'adapter de façon systématique dans l'ensemble des pays et des régions affectées. En gros, on comprend de plus en plus qu'il y a différents types d'adaptation. Naturellement, les ingénieurs, etc., sont passionnés par les
formes d'adaptation très biophysiques avec le génie des infrastructures. On voit d'ailleurs le mot infrastructure verte, infrastructure bleue apparaître. Donc, on utilise de plus en plus l'environnement naturel pour pouvoir contribuer à l'adaptation et c'est une bonne nouvelle. Et il y a d'autres formes d'adaptation, des mesures douces, non structurelles, de la réglementation, des outils d'aide à la décision, la sensibilisation, la formation, etc., qui font souvent changer les comportements, changer les approches des décideurs face à la gestion des risques climatiques. Et donc, on a de plus en plus d'exemples avec parfois des indicateurs de succès, parfois très peu d'indicateurs. Ça, c'est un domaine aussi qui est en pleine effervescence scientifiquement. Comment on fait pour mesurer le succès de mesures d'adaptation ou pas? Et d'ailleurs, dans le rapport du GIEC, on parle de plus en plus d'exemples de maladaptation. Alors, on croyait initialement que c'était des bonnes solutions d'adaptation, mais avec le temps, par exemple, on découvre que les solutions d'enrochement qui sont utilisées pour soit en zone côtière ou soit le long d'une rivière, ben, ces enrochements-là que l'on croyait une solution d'adaptation, ben, s'avèrent à doubler le problème chez le voisin. Et donc, on constate que la solution que l'on croyait une bonne solution au début amplifie certains des impacts et vient rendre ça très compliqué. Et donc, la science de l'adaptation est en train de se développer de plus en plus pour mieux aider à prendre les bonnes décisions pour la gestion des risques climatiques. Et là, je crois que je vais arrêter là-dessus, oui. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui auront des questions par la suite, là, mais juste le rappel, en fait, c'est le message du GIEC depuis pas loin de 20 ans. Pour lutter contre les changements climatiques, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais malheureusement, il va aussi falloir s'adapter parce qu'on n'a jamais vraiment respecté les accords de l'accord de Rio, d'ailleurs. Peut-être qu'on n'aurait pas parlé d'adaptation si tout le monde avait respecté les accords de l'époque, mais on ne l'a pas fait. Et puis donc, clairement, il faut aussi malheureusement parler d'adaptation. Et c'est intéressant comment tu termines, Alain, parce que tu nous rappelles qu'on a commencé ça à Rio il y a exactement 30 ans cette année en signant cette convention cadre sur les changements climatiques, tout comme on a signé la convention également sur la biodiversité. Ça nous ramène sur le fait qu'on a travaillé de façon importante à mieux faire comprendre ces enjeux, mais en matière de prise de décision et de transformation énergétique, il nous reste encore un peu de travail à faire, nous dira Alain, j'imagine, nous dira Normand, j'imagine. Anna Maria, c'est à toi maintenant de nous amener sur cet enjeu passionnant que constitue cette approche en matière d'adaptation. Ton micro est présentement fermé. Voilà. C'est bon. Je te laisse la parole et toi aussi, tu as à peu près une quinzaine de minutes pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour discuter. D'accord, je vais essayer d'aller vite. J'ai aussi je voudrais partager mon écran. Voilà. Une minute. Voilà. Donc, je voudrais tout d'abord remercier cette possibilité de participer dans cet événement super intéressant. Et donc, je vais parler un petit peu de l'intérieur du GIEC, puisque c'est déjà le deuxième rapport où je suis auteur principal. Je peux constater qu'il y avait un énorme changement entre les deux périodes de travail de constituer le rapport, notamment l'augmentation des nombres de publications. Donc, dans ce rapport, je vais essayer brièvement résumer quelques éléments en tant que membre de GIEC. Voilà, donc, nous avons fait une recherche et un travail sur à peu près 34 000 articles. Donc, c'est le passé, mais ça nous permet aussi de voir comment qu'est-ce que peut passer, comment on peut s'adapter dans le futur. Donc, première constatation, donc je vais centrer avant tout sur la question d'adaptation, justement, qu'on peut voir que malgré qu'on a fait des efforts dans l'adaptation, il y a quand même entre 3 milliards et
4 milliards de personnes qui vivent dans les milieux extrêmement vulnérables. Donc, vous pouvez imaginer le danger qu'il y a derrière cette constatation. Et parallèlement, parce que tout le rapport montre le parallèle entre le problème de l'humain et le problème aussi de la, disons, de la biosphère, d'autres membres de notre biosphère. Il y a 1 million d'espèces menacées d'extinction. Donc, et aussi on a constaté que même des toutes petites, ce que justement Alain a dit, que les changements graduels peuvent éventuellement contribuer à un bouleversement du système climatique. Donc, chaque émission, chaque petite émission compte. Bien sûr aussi, vous voyez ici qu'on peut voir qu'il y a une interaction entre les différents facteurs de vulnérabilité, exposition, réponse. Et comme Alain a évoqué, ce rapport parle pas mal de maladaptation et justement des limites à l'adaptation. C'est-à-dire qu'il y aura un moment quand l'être humain va être incapable de s'adapter. Et la question de financement, pour le moment, joue un rôle important, mais je crois qu'après certains temps, le financement ne peut plus aider dans ces processus d'adaptation. Donc, nous pouvons déjà constater, ce n'est pas au niveau de Québec, évidemment, mais au niveau mondial, des très importants dégâts et des difficultés qui sont en synergie. Aussi, le concept de synergie entre les différents problèmes liés au changement climatique sont très importants, qui peut concerner le manque de leadership, les moyens de subsistance dans différentes populations qui empêchent effectivement l'adaptation. Donc, alors, ici, vous voyez un autre thème qui apparaît et qui est très important, le thème de risque. Le thème de risque est justement, évidemment, vous pouvez voir dans ce graphique les différents scénarios utilisés dans le GIEC que avec les risques, augmentation des risques, et en plus on a identifié des risques représentatifs, des risques clés représentatifs, l'adaptation va être de plus en plus compliquée. Donc, sur cette image-là, ce que je considère très important, vous pouvez voir comment les impacts, déjà à un niveau 1.5 et surtout à 2 points, vont pratiquement impacter tous les systèmes, écosystèmes, les systèmes des océans, de l'eau, etc. Et le rapport opte avant tout sur des solutions fondées sur la nature. Et donc, ça, c'est aussi, dans quelque sorte, ce qu'on peut appeler actuellement la sustentabilité forte. Justement, je viens de faire des conférences, 30 heures de séminaire sur ce sujet au Mexique, où justement, c'est la nature qui doit être renforcée pour que l'être humain puisse s'adapter, et l'économie se situe en fait à l'intérieur de cette nature sans laquelle on ne peut pas vivre. Donc, protéger, conserver, restaurer les écosystèmes, ça c'est un des messages très forts, justement, du rapport de GIEC. Et bien évidemment, moi j'ai travaillé dans les 2 rapports sur les questions de prise de décision, et on a élaboré des différentes options d'adaptation concernant les risques représentatifs de base, que je ne peux pas ici, je crois qu'on n'a pas le temps de voir tous ces détails, mais
Donc, l'adaptation, c'est multidimensionnel. Multidimensionnel, et c'est une interaction. Ça veut dire que si on va, par exemple, améliorer les systèmes de santé, ça peut aussi contribuer à d'autres formes d'adaptation. Donc, je voulais absolument vous montrer cette image parce que c'est très intéressant, qui montre que nous pouvons encore faire à peu près, mais pas facilement, des adaptations jusqu'à 1,5 degrés Celsius. Mais vous voyez que ce qui est dans cette image après la consultation d'une littérature énorme, on a vu que ce qui est le plus faisable sont des adaptations basées sur les forêts. Ça, c'est du point de vue de atténuation, c'est aussi une bonne solution, technologiquement possible. Mais comme vous voyez, quelles sont des dimensions de la potentialité, de la faisabilité de ces différentes options d'adaptation, vous voyez que souvent, l'institution, la politique, peut constituer un obstacle. Et donc, il y a beaucoup de possibilités encore si on ne dépasse pas cette seuil. Dans le deuxième, ici vous voyez aussi ce qui concerne le système énergétique, où effectivement il s'agit aussi de le concept de la transition de système. C'est un concept très important dans les moyens d'adaptation. Et aussi les éléments, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, la santé de l'humain, et aussi tout ce qui a été évoqué aussi par Alain, les migrations, les questions de comment recevoir effectivement ces 4 milliards de personnes qui vivent dans les conditions, peuvent vivre dans des conditions invivables et vivent déjà. Donc, alors, ici, on peut évoquer, comme c'est évoqué, le concept de limite des adaptations. Et on peut constater déjà qu'à plus 1,5 degré, déjà, il y a quelques éléments qui ne peuvent plus fonctionner. Donc, il faut les remplacer, transformer. C'est bien cette idée de transition, transformation aussi. Et donc, à partir de 2 degrés Celsius, les plantes réagissent aussi, les animaux aussi. Je viens de rentrer du Mexique, j'ai fait aussi du terrain. Et je vois comment les arbres sont en train de mourir, tout devient sec, la terre perd ses forces, aussi bien sûr lié aussi à l'agriculture qui devient intensive et qui n'est pas adaptée à des écosystèmes. Bon, alors, la question aussi, le problème, on l'a vu, des financements que justement nos chefs d'État sont en train de discuter, sont insuffisants. Et aussi, le problème, c'est qu'à la place de cibler l'adaptation, qui est déjà, on doit s'adapter parce que finalement, les changements arrivent déjà de toute manière, on finance encore des réductions des émissions, qui est effectivement nécessaire, bien sûr, mais pas suffisant. Donc, et après, évidemment, les impacts climatiques peuvent ralentir la croissance économique, qui est un très grand danger. Donc, ici, je vais vous montrer, ça, c'est assez intéressant, c'est aussi une image élaborée par le GIEC, où nous pouvons voir
la relation entre le bien-être des humains et le bien-être des écosystèmes. Donc, et on peut voir que ce qui est très bénéfique pour les écosystèmes et pour plus de 5 milliards de personnes, c'est la restauration de la nature. Et après, bon, on a analysé la littérature, mais la gestion de la nutrition. Comment nous allons être capables de transformer éventuellement notre nutrition, d'où viennent aussi les aspects psychologiques, des comportements, changements de comportement. Donc, je dois vous remplacer. Donc, après la notion que nous avons vue de maladaptation, qu'est-ce que maladaptation? Maladaptation, quand on essaie de s'adapter d'une manière qui, comme Alain a bien montré par rapport au Québec, qui finalement va avoir des effets inverses. Donc, dans ce rapport, nous avons opté justement pour une gestion itérative des risques. Et ça, c'est extrêmement important. On a posé au milieu le décideur. Et ça, c'est aussi très important que le décideur peut être aussi un individu. Ça peut être, en général, la société. Ça peut être un organisme. Ça peut être les Nations Unies. Mais dans toutes les situations, il faut passer par on ne peut pas avoir des décisions définitives, puisque tout change et tout est en interaction. Donc, et même si on essaye de s'adapter, il y a toujours aussi un concept important, ce sont des risques résiduels. Donc, les loss damages, des pertes et des dommages, etc. Et donc, après, en fonction de la situation qui changeait, on doit justement reprendre le cercle de prise de décision. Alors, ce qu'on propose aussi d'accélérer l'adaptation. Et évidemment, dans cette situation, l'engagement politique, c'est extrêmement important, mais aussi la gouvernance est un concept qui peut justement faire référence aussi à la gouvernance par exemple, des Inuits eux-mêmes. Ils peuvent en quelque sorte gérer les problèmes locaux. Et justement, nous avons donné aussi une place assez importante au rôle des connaissances indigènes et locales. Donc, ici, vous voyez aussi le cadre institutionnel. Il faut avoir des objectifs clairs, des responsabilités définies. Ça aussi sont des messages de GIEC. Connaître mieux les impacts possibles et élaborer des réponses efficaces. Et quelque chose qui manque, et justement pour ça, bon, Alain, vous étiez très optimiste qu'il y a des histoires avec le succès. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces questions et pratiquement, éventuellement, il y a des petites histoires d'adaptation réussies, mais il n'y a pas vraiment de suivi. En plus, l'espace de temps, c'est très court. Donc, on ne peut pas vraiment voir à long terme l'efficacité des mesures d'adaptation. Donc, la gouvernance inclusive, c'est très important, la participation dans les décisions. Même, il y a le gouvernement en Australie, par exemple, en fait, a permis aux enfants aussi de participer dans certaines décisions. Parce que finalement, les jeunes sont extrêmement impliqués.
Donc, comme Alain a dit tout à l'heure, le terme, je ne sais pas si c'était Alain, il y a deux Alain, bon, c'est difficile. Désolé. Donc, à côté de l'adaptation, on peut aussi utiliser le terme résilience. Résilience, je crois que c'est plus large parce que résilience, il y a quelque chose qui est inhérente au système et ce n'est pas voulu comme l'adaptation, les points d'adaptation. Et vous voyez ici, encore notre rapport dit que pour que la planète puisse avoir une santé, il faut que les écosystèmes soient rétablis. Donc, je crois que nous pouvons voir dans cette situation-là que quelquefois, c'est impossible. On ne peut pas remettre la glace au nord du Canada. Moi, j'avais l'occasion de faire une recherche d'un village à Igloolik il y a 35 ans, 36 ans, quand les Inuits m'ont dit qu'il y aura un grand problème parce que la couleur de la neige a changé et que l'homme du Sud a mis quelque chose dans l'air et dans la terre, et il y aura une catastrophe. Et en effet, maintenant, à Igloolik, vous voyez, vous êtes au Canada, vous voyez que les Inuits ont prévu ça il y a déjà 32 ans. Donc, pour revenir au GIEC, vous voyez qu'il y a toute une approche écosystémique et aussi une approche systémique qui est extrêmement importante puisque le climat, c'est un système. Et en intégrant le système humain qui à mon avis, c'est aussi chaotique que le système climatique. Et deux systèmes chaotiques se rencontrent, ça peut provoquer justement des problèmes. Alors, quel futur? On préconise un développement résilient vis-à-vis du climat. Et c'est très bien, on tente de tout faire. Donc, l'adaptation peut permettre la réduction des risques climatiques qui sont déjà là avec des systèmes d'alerte précoce, avec des systèmes climatiques qui sont très importants. L'atténuation, c'est inévitable, l'amélioration de la biodiversité et aussi ce rapport de GIEC montre que les objectifs de développement durable doivent être dans quelque sorte respectés pour pouvoir faire face à des risques climatiques. Bon, alors, je crois que donc aussi un message très important, que chaque action compte et je ne sais pas pourquoi ça sort. Donc chaque action compte et ça il faut transmettre, je crois, tout le monde peut faire quelque chose et même l'individu peut décider. Donc, la constatation finale, merci pour votre attention, mais ce n'est pas ça. La constatation finale que finalement, nous avons encore, selon ce rapport, une toute petite fenêtre d'action que nous pouvons encore agir un petit peu, mais il faut aussi être conscient que cette petite fenêtre va se fermer très rapidement et donc il faut se préparer et agir. Voilà. Merci beaucoup, Anna-Maria. Ça soulève énormément de questions sur ces enjeux en matière d'adaptation et ça permet de ramener des choses qu'on ne parle jamais suffisamment, là, notamment en lien avec ces enjeux en matière de biodiversité, l'importance de protéger, de conserver, de restaurer.
on en a parlé tantôt, on a signé ces deux conventions en même temps il y a 30 ans. On a l'impression qu'on les traite souvent de façon côte à côte, alors qu'elles sont très intégrées. Il y a quelque chose de fondamental sur ces enjeux en matière d'adaptation. Oui. Avant de laisser la parole à Normand, j'aimerais t'entendre quand même rapidement parce que tu as fait un lien sur l'importance des communautés locales et autochtones dans ce volet savoir pris en compte. Comment vous avez traité cette question dans une synthèse scientifique? Comment on ramène le savoir traditionnel, local, de façon complémentaire à cette synthèse scientifique? Et là, pour répondre à cette grande question, je te laisse moins de 30 secondes. Donc, heureusement, on s'est mis d'accord dans une réunion de tous les membres, tous les participants de ce rapport, qu'en chaque chapitre, on doit mentionner les connaissances indigènes et locales. Donc, il y a même des petites, il n'y a pas de chapitre, mais il y a des petits volets. Et nous aussi, par rapport au changement, par rapport à la prise de décision, nous avons toute une partie sur la prise de décision des indigènes, puisqu'ils vivent dans les endroits les plus vulnérables, ils sont le plus exposés. Et en plus, ils gardent une grande partie de la biodiversité de la planète. Donc, leur participation dans les décisions, même dans le governance, ce sera extrêmement important. Et donc, heureusement, plus en plus, on prend en considération leur vision du monde et aussi l'accumulation des connaissances de ces populations. Comme je vous avais mentionné, comment les Inuits, ils ont vu ce qui va arriver bien avant que les scientifiques réagissent. Et donc, cette prise en compte, elle s'est faite presque par un choix éditorial, si tu me permets cet exemple-là. Ça reflétait une espèce de cadre institutionnel qu'on s'est donné dans la rédaction. C'est important, oui. Il faut pouvoir en traiter, pas de façon ad hoc, mais l'incorporer dans la discussion. Oui. Puisque le GIEC réuni, en fait, fait son rapport à partir des articles scientifiques revus par des pairs. Non? Et de ce point de vue, les connaissances indigènes ne sont pas publiées dans les revues par les pairs, révisées par les pairs. Et donc, on fait des efforts que ces connaissances, même si sont différentes, puissent être considérées dans le rapport de GIEC. Parfait, merci. Donc, on complète le tout avec Normand, mais avant, un petit commentaire sur le fait que je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat là, pour alimenter la discussion qu'on aura à la fin. On va se garder un petit peu de temps. On en a déjà répondu à quelques-unes en cours de route, mais je mettais, Normand, on t'écoute, on te laisse aussi entre 15 et 20 minutes pour nous amener sur ces enjeux en matière de mitigation, donc compléter ce volet adaptation dans le dernier rapport du GIEC qui est le plus récent publié en avril au printemps. À toi, Normand. Ton micro est fermé. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, je charge mes diapos. Voilà. Donc, je vais me concentrer sur le groupe de travail numéro 3 là, du 6e rapport. Juste dire un mot peut-être sur l'Institut de l'énergie Trottier, qui est un institut qui a comme mission d'appuyer la transition énergétique par la formation des gens. On soutient la recherche, mais on travaille aussi beaucoup avec différents gouvernements pour essayer de réfléchir aux transformations. On est vraiment dans un aspect de transformation énergétique. On publie, par exemple, donc j'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, je vais me concentrer sur le GIEC, mais on fait nos propres modélisations qui analysent un peu les scénarios de décarbonation là, pour le Canada et chacune des provinces là, dans son ensemble. On a parlé tout à l'heure à quelques reprises de carboneutralité, peut-être dire un mot sur ça. La carboneutralité, c'est un concept qui a été développé relativement récemment et qui a comme objectif de dire à la carboneutralité, toutes les émissions d'origine humaine doivent se compenser pour arriver à zéro. Donc,
tout ce qu'on va laisser comme émission dans des procédés industriels, dans la consommation de pétrole et autres, doit être compensé par une captage et séquestration quelque part sur la planète du CO2 pour essayer de s'assurer que le total est zéro. Et c'est un objectif qui est d'une complexité immense et qui met des contraintes fortes là, sur ce qu'on peut faire si on veut aller de l'avant. Donc, il y a un certain nombre d'organismes qui sont créés au niveau canadien pour avancer. Donc, je vais en mentionner quelques-uns auxquels je suis associé. L'Institut climatique du Canada, qui a un objectif d'appuyer, de faire des analyses de politique et autres pour appuyer un peu le gouvernement, surtout fédéral. Donc, c'est un site à aller voir et à suivre là, pour leurs travaux. L'accélérateur de transition qui est plus dans l'action, dans des actions d'organismes à but non lucratif, dans l'action sur le terrain. Et on vient juste de créer le Carrefour de modélisation énergétique, qui est un travail avec l'Université de Victoria, l'Université de Calgary, avec pour objectif de maintenir des modèles énergétiques qui pourront être utilisés par les décideurs là, à travers le pays. Maintenant, passons vraiment au sujet, là, la question du rapport. Comme mes deux prédécesseurs l'ont mentionné, là, les rapports du GIEC sont immenses. On parle le 3 qui est sur la mitigation, c'est 3000 pages. Et donc, je n'ai pas lu tout ce rapport-là. Pour résumer en quelques pages, évidemment, j'ai pris un résumé de résumé là, pour ramener ça. Donc, vous voyez ici un petit peu l'envergure en mitigation. On parle quand même de 18 000 articles scientifiques. Donc, c'est énorme le travail qui est fait à l'IPCC pour faire avancer, pour réfléchir. Je vais retenir un peu quelque chose. Donc, les bonnes nouvelles, c'est on voit qu'il y a des pays qui avancent. Il y a quelques pays qui ont réussi à suivre leur objectif climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur pays dans le contexte des objectifs globaux. Comme on l'a dit, la façon de compter dans l'accord de Paris, c'est que chaque pays calcule les émissions faites sur son propre territoire et non toutes celles associées à ses activités. C'est plus facile de faire la comptabilité, mais ce qui fait que les responsabilités réelles de certains pays ne sont pas nécessairement en accord avec les réductions. Donc, il y a quelques pays qui réduisent. Il y a plusieurs villes qui ont adopté des émissions, des cibles d'émissions zéro, dont Montréal, par exemple. Le problème, c'est qu'au-delà de ces bonnes nouvelles-là, en fait, je vais finir, j'avais 2 diapos de bonnes nouvelles, alors je vais au moins en profiter. L'autre bonne nouvelle, c'est que le prix, entre autres, des énergies alternatives, des énergies renouvelables, on parle de photovoltaïque, d'éolien, le prix de ces technologies-là chute de manière extrêmement rapide, beaucoup plus rapide qu'à peu près ce que tout le monde avait prévu il y a quelques années. Même chose pour les batteries. On voit ici le niveau des batteries, le prix des batteries qui chute de manière importante. Donc, il y a des transformations qui se passent et on voit ça aussi quand on fait nos modélisations. Le coût des transitions diminue rapidement année après année parce qu'il y a beaucoup de technologies qui arrivent et autres. Et Malheureusement… Normand, tu me permets, Normand, il y a quelque chose aussi qui est passionnant dans la figure que tu présentes. C'est la zone en grisé en bas dans les graphiques sur le volet énergie, qui est le coût de la production fossile. C'est non seulement que ça baisse, mais ça devient équivalent maintenant. Oui, merci. C'était un point important dont je voulais parler, que j'avais oublié. Donc, en effet, la partie grise ici, c'est le prix du gaz, du charbon, du pétrole. Le pétrole, c'est même un peu plus élevé, là. Donc, pour la production d'électricité. Donc, on est aujourd'hui dans un contexte où, au kilowattheure, c'est le même prix. Évidemment, il y a des enjeux de garantie. Là, ici, on parle quand même d'énergie qui sont intermittentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours disponibles là où on en a besoin. C'est créer un certain enjeu pour ces énergies-là, mais certainement, d'un point de vue prix, on a vu en quelques années la chute là, à des prix tout à fait compétitifs. Et le mais, parce que je pense qu'il ne faut quand même pas se fermer les yeux, là. Le mais, c'est que malgré les efforts de quelques pays, malgré les technologies qui avancent, on continue quand même en termes d'émissions de gaz à effet de serre à avoir une augmentation importante. Au niveau de l'énergie qui est ici, au niveau des émissions de méthane, l'augmentation est beaucoup plus stable, mais les énergies, c'est ce qui monte le plus. On voit quand même une augmentation un peu de méthane et on voit ici là, les émissions liées au changement d'utilisation du sol, là, donc en termes de forêt, en termes de perte de forêt et autres, là, qui contribuent aussi à l'augmentation. Dans ce contexte-là, il faut, et je pense que je vais le mettre en amont, là, la question de justice sociale, parce que j'ai eu beaucoup de débats récemment sur
qui devrait faire quoi, là. Quand on regarde les émissions qui augmentent, par exemple, sur la planète, on voit bien qu'au niveau de l'Asie du Sud-Est, il y a une augmentation forte des émissions. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas attendre que la Chine et l'Inde fassent leur travail avant de bouger? Bien, on a une responsabilité historique, certainement, quand on regarde les contributions historiques des pays développés aux émissions de gaz à effet de serre, ça dépasse nettement les autres contributions. Il y a aussi, je dirais, la question des émissions par habitant. Là, quand on regarde, c'est sûr que l'Asie du Sud-Est, où on est très nombreux, on peut avoir au total des émissions plus fortes, mais les émissions par habitant, il est certain que le Canada, les Américains et la plupart des pays européens sont nettement dans les contributeurs les plus importants. Donc, par habitant, on a certainement une responsabilité. On a aussi une responsabilité en termes de prise de risque, c'est-à-dire qu'on a les moyens de prendre des risques, de se tromper, de corriger les choses, ce qui est beaucoup plus difficile pour des pays qui ont de la difficulté à offrir même les soins de base ou les services sociaux de base à leur population. Et Normand, sur cette figure aussi fondamentale, si on ramène le Québec, ben, ça nous permet de constater, parce qu'on dit souvent qu'on est très, très bon, on se démarque pour le Nord-Américain, mais on est plutôt proche du volet européen, donc très moyen à l'échelle mondiale. En effet, on est à 10 tonnes par habitant, au-dessus de l'Europe, au-dessus de l'Amérique latine, au niveau de l'Asie de l'Est, là, qui est plus riche beaucoup. Là. Donc, on est vraiment dans ces niveaux-là, au niveau des contributions du Québec. Ceci dit, où est-ce qu'on s'en va? Donc, il est à peu près évident qu'il est impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, étant donné l'absence de transformation, l'absence de mesures d'ampleur nécessaires pour atteindre les émissions. Donc, on va se retrouver quelque part. Donc, quand on regarde ici, ça, c'est avec les mesures en place, on voit que les émissions de gaz à effet de serre, donc ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont les émissions de gaz à effet de serre annuelles, okay, en fonction des années. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une trajectoire où les émissions se maintiennent, vont même augmenter doucement au cours des prochaines années. Si on voulait réduire au niveau d'1,5, il aurait fallu déjà commencer là où on est avec des réductions massives. On ne voit pas ça là, dans les trajectoires, dans les investissements des différents gouvernements. Si on regarde au Québec, on vient d'élire un gouvernement qui n'a pas d'intérêt dans la lutte au changement climatique. Et ce n'est pas seulement au Québec. On voit ça beaucoup à travers la planète. Et même ceux qui professent un intérêt, souvent, ne livrent pas la marchandise au niveau nécessaire. Donc, c'est à peu près impossible d'être sur ces trajectoires-là. On risque donc d'être sur une de ces trajectoires-là. Si on allait la mauve ici, là, qui est la plus probable pour 2 degrés, mais il faudrait quand même un renversement majeur des émissions au cours des prochaines années, structurellement, pour être capable de revenir là, avec une décroissance extrêmement forte des émissions au cours des prochaines décennies. Quand on regarde donc les modélisations montrent que c'est techniquement possible d'atteindre cette carboneutralité. Et la carboneutralité, ici, on parle des émissions de gaz à effet de serre. Je n'irai pas dans les détails, mais en gros, la carboneutralité veut dire qu'on va avoir des émissions qui vont rester, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la fourniture d'énergie, que ce soit dans des procédés industriels. Et il va falloir compenser ces émissions-là par des technologies qui vont retirer les émissions de gaz à effet de serre pour les stocker quelque part, soit sous la forme d'arbres, mais il y a encore beaucoup de débats sur quant à la capacité de faire un stockage permanent là, avec les forêts et les sols à cause des changements climatiques en partie, là, et des solutions technologiques qui ne sont pas à l'échelle encore aujourd'hui. Donc, on peut les faire, ces technologies-là, mais en termes d'échelle, on parle ici, on regarde de stocker pas loin de 10 milliards de tonnes de CO2 au niveau planétaire. Nos modélisations au niveau du Canada disent qu'on devrait stocker là, à 2050, pour être carboneutre, il faudrait stocker à peu près 150 millions de tonnes sur 700 millions, donc à peu près 20-25% des émissions totales du Canada aujourd'hui. Il faudrait les stocker en 2050 pour arriver à la carboneutralité. Donc, on voit que ce sont techniquement réalisables. La question, c'est comment on déploie ces technologies-là dans un contexte politique et réel et d'autres enjeux sociaux. Les experts du GIEC nous disent qu'il faudrait réduire de moitié les émissions d'ici 2030 et qu'en principe, les options sont disponibles aujourd'hui dans chacun des secteurs pour réduire les émissions. Je veux quand même passer rapidement sur ces solutions-là.
et juste revenir commenter après. Donc, ce qu'on nous dit dans l'énergie, c'est qu'il y a des transitions qui sont nécessaires. Celles-ci doivent passer par l'électrification de manière très importante. On parle aussi d'efficacité énergétique. Encore une fois, dans beaucoup d'endroits où on va brûler des hydrocarbures fossiles, la question d'efficacité énergétique est difficile à déployer et c'est aussi souvent, l'efficacité énergétique demande énormément de travailleurs, énormément d'investissement. Et dans un contexte où on parle de réduire de moitié en 7 ans, ça devient extrêmement difficile de penser qu'on peut livrer cette efficacité énergétique-là sur ces échelles de temps. On parle aussi de combustibles alternatifs. Ici encore, la question des biocarburants met l'énergie en opposition avec l'accès à l'alimentation, par exemple, et à d'autres ressources. Et ces enjeux-là ne sont pas complètement réglés, je dirais, aujourd'hui. Il y a des tensions importantes qu'on voit. On l'a vu avec l'augmentation des prix de l'alimentation, qui font que ces promesses-là alternatives sont plus vaporeuses un peu que ce qu'on nous présente ici. En termes de demande, il y a des enjeux pour dire comment est-ce qu'on peut réduire la demande en service en changeant nos comportements de déplacement, en changeant nos comportements, notre style de vie, en reconnaissant qu'évidemment, il y a une bonne partie de la population qui a besoin de plus de ressources aujourd'hui en habitation, en énergie et en ressources. Et tout ça fait que de penser qu'on puisse réduire de manière si importante les émissions dans demande des services sans passer par l'énergie, là, c'est en termes de comportement, tout en augmentant le bien-être pour les populations les plus pauvres, demande une gestion extrêmement fine de ces enjeux-là. Quand on parle, par exemple, des changements de transport, mais ça demande des changements d'urbanisation et ces changements-là ne se font pas rapidement. Ça prend des décennies pour refaire des villes, pour revoir l'occupation du territoire. Donc, il faut commencer maintenant ou hier là, pour y arriver. Il y avait d'ailleurs un rapport là, du comité piloté par Alain Webster, un excellent rapport sur ces transformations-là là, qui a été publié là, après 8 mois. Dans le transport aussi, on parle des transformations, beaucoup d'accent sur les véhicules électriques, les batteries. Le problème, c'est que présentement, on n'a pas de solution pour l'aviation, on n'a pas de solution pour le transport lourd, qui sont des contributeurs importants au transport. Donc, c'est très difficile ici aussi de vraiment voir comment on peut réduire de 50% les émissions dans ce secteur-là sur 7 ans. L'industrie, il y a un mélange d'utilisation de chaleur, d'énergie, et là, on peut faire des progrès de ce côté-là. Il y a aussi tout un aspect de procédés industriels, et les procédés industriels, mais ça demande des transformations majeures, dont certaines sont maîtrisées. On peut voir où est-ce qu'on peut aller, dans d'autres, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, à part de capture et séquestration de CO2 à la source. Donc, ici aussi, on a des défis très importants, et je dirais, on tarde à faire les investissements nécessaires pour développer à l'échelle les technologies dont on a besoin. Donc, on parle beaucoup de ces choses-là, mais les investissements ne sont pas présents pour accompagner la prise de risque, accompagner les transformations. Même chose quand on parle des villes, donc on met beaucoup l'accent sur réduire les émissions, réduire le poids environnemental des villes, des populations, mais pour ça, il faut faire une planification urbaine et une transformation des villes se fait sur le long terme. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire du stockage? On parle ici du stockage passif, si on veut. C'est bien beau, là, mais en termes de passage à l'échelle, ça ne nous amène pas du tout aux objectifs qu'on doit réaliser. Je dirais que c'est un peu le défi du rapport de l'IPCC, c'est qu'il y a un certain découplage entre des messages comme ça et les chiffres qu'on voit derrière. Là, dans le rapport, ils sont là, les chiffres, qui montrent l'ampleur des transformations qu'il faut faire sur une vitesse, sur un échéancier serré pour même atteindre le 2 degrés. Donc, ici aussi, on parle, il est possible dans les édifices d'atteindre zéro émission en 2050. Les technologies ici sont bien maîtrisées. Encore une fois, il faut fournir l'électricité, par contre, il faut fournir les énergies, il faut fournir les matériaux, la capacité de construire correctement, il faut mettre en place les codes et tout ça prend du temps et tout ça est retardé. Et ce qui fait qu'on avance finalement assez peu sur ces questions-là. Les autres enjeux, et c'est certain, il va falloir, j'en ai déjà mentionné à quelques reprises, faire du captage, de la séquestration de CO2 à très grande échelle. Quand on parle de 10 milliards de tonnes, c'est le quart des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui sur la planète
qui devront être captées et séquestrées. Donc, ça commence à faire des quantités immenses. On n'a pas testé les technologies encore à cette échelle-là. On ne sait pas quel est l'effet à long terme de ces transformations-là, de ce captage et les méthodes biologiques. Il y a beaucoup de questions sur à quel point elle peut générer les attentes sur le long terme, surtout dans un contexte où les forêts risquent d'être perturbées profondément par le réchauffement climatique. Donc, malgré ces promesses-là ici, je dirais, il est loin d'être évident qu'on va pouvoir compter sur ces approches-là. Quant aux approches technologiques, bien, il est aussi pas évident qu'on va pouvoir arriver à l'échelle nécessaire pour atteindre les objectifs. La façon de faire, c'est de faire des investissements rapides et de tester et de mesurer ces approches-là. Or, ça ne se fait pas à la vitesse nécessaire. Tout ça, c'est relié. Là, cette approche-là est liée aussi à l'utilisation des sols. Et l'utilisation des sols, même dans un pays riche comme le Canada, vaste comme le Canada, on a beaucoup de difficultés à gérer les sols correctement, à protéger les forêts, à protéger les milieux naturels. Donc, on peut imaginer dans des pays où il y a des contraintes fortes, des pressions de population réelles, pas comme on a ici au Canada. On a avec aussi des enjeux de nourriture, d'alimentation, de survie, mais ces protections-là sont extrêmement difficiles à déployer dans un contexte où il faut faire ça sur des échelles de temps courtes, dans un contexte où on a des politiciens, une réalité de transformation. L'enjeu qui est très important de faire comprendre, c'est que la transformation qu'on vise pour atteindre les objectifs climatiques, c'est une transformation majeure de notre société. Vraiment d'une profondeur telle que, et là, je vais être obligé d'être en désaccord avec Anna-Maria, tous les gestes ne comptent pas, les petits gestes ne font pas, une somme de petits gestes ne fait pas des grands gestes. Il faut des grands gestes profonds, structurels, qui ne peuvent pas s'appuyer sur les décisions de chaque individu, mais qui nous amènent à un cadre réglementaire, une vision globale d'un système, et ça, c'est au niveau des gouvernements que ça peut se faire, du secteur industriel, pour arriver aux transformations de cette ampleur-là. Une série de décisions d'individus ne nous permettra pas d'atteindre ces objectifs-là. La réalité diverge malheureusement des objectifs dont on parle. En termes on n'a pas une gouvernance forte en termes d'émissions de gaz à effet de serre à peu près nulle part. Au Canada, au Québec, c'est pitoyable. Au Canada, c'est pas fort. Donc, on a mis en place une certaine gouvernance, mais la transformation est lente. Et il faut intégrer tout ça dans un contexte, on l'a mentionné tout à l'heure, de développement durable. Quand on fait ces investissements-là, on doit être capable de les faire à la bonne échelle. On a besoin de lucidité, c'est-à-dire il faut reconnaître ces enjeux-là, reconnaître ces blocages-là, reconnaître qu'il est impossible d'atteindre les objectifs au Canada qu'on s'est donnés pour 2030 et 2050, mais qu'on est capable d'avancer de manière significative. Et il est temps d'arrêter, à mon avis, de parler des cibles et plutôt de parler des transformations réelles. Donc, je vais arrêter ici. Merci beaucoup. Merci, Normand. Tu mets la porte à la discussion que nous aurons tous ensemble. C'était fort intéressant et ça ramène quelque chose qui est fondamental. On le dit bien dans ce troisième rapport, c'est technologiquement faisable. Mais je reviens au commentaire d'Alain au début. Un ensemble de conditions socio-économiques, politiques, peu pris en compte à l'échelle mondiale dans les conséquences et dans les enjeux d'adaptation. Même chose sur le volet adaptation. Comment réussir à accélérer cette transition? Parce que tu l'as aussi bien dit, je vais essayer de vous réconcilier tous les deux, Normand et Anna-Maria. C'est des enjeux qui ne peuvent pas être associés à l'individu. Ce n'est pas l'idée de dire maintenant c'est de votre faute, responsabilisez-vous. Ces enjeux-là sont, et on le voit bien dans le domaine de l'énergie, c'est très clair au niveau de l'Agence internationale, ces décisions sont d'abord des décisions gouvernementales et ça va se répercuter sur un ensemble de choix de comportement individuel. Mais le volet, chaque petit geste compte, j'aurais tendance à la ramener, et on le disait bien dans le deuxième rapport sur le volet impact, chaque réduction de GES permet de réduire ses conséquences. Donc, je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il faut arrêter de viser la cible absolue, le 1,5, et faire de grands débats sur est-ce qu'on augmente, puis qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, et accélérer cette réduction
parce que chaque fois qu'on réussit à baisser nos émissions de GES collectivement, ben, ça atténue l'impact en matière de changement climatique. Et il faut tout faire pour tendre vers le 1,5. Je ne suis pas convaincu qu'on va y arriver à très, très court terme, évidemment, là, comme toi, mais c'est clair qu'il faut tenter d'au moins essayer. Mais là, je suis en train de parler alors que je devrais vous écouter. On a une question que je veux vous amener dans la discussion rapide parce qu'on est en train de parler du rôle de l'État et de la façon d'y arriver collectivement, mais dans le chat, on a eu une question intéressante. J'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de table rapidement là-dessus. À la fois l'enjeu global, là, comment on fait pour que les gouvernements soient en train d'en faire un peu plus? Parce que j'ai une vision un petit peu plus critique du volet canadien que toi, peut-être. J'ai un peu de difficulté à concevoir que ces trajectoires sont compatibles avec une très forte augmentation de la production pétrolière. Ça me semble une aberration. Je ne suis pas du tout. C'est ce qu'on a écrit dans notre rapport 2 fois l'an dernier. Là. On a fait 2 rapports là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Ça ne tient pas la route. Exactement. Donc, quand on qualifiait le volet Québec-Canada, on a souvent tendance à faire ça, mais dans les 2 cas, il y a des efforts faramineux à faire dans la prise en compte de ces enjeux. Comment on travaille à l'échelle gouvernementale? Mais on a eu une question. Comment on ramène ça aussi, notamment au niveau de l'adaptation, à l'échelle locale? Comment, dans la prise de décision, je suis capable de faire les bons gestes? Comment, quand je suis en train de faire un immeuble, je suis capable de travailler sur ces enjeux en matière de réduction des émissions et en matière d'adaptation? Comment on fait pour faire redescendre ces enjeux dans l'ensemble de la prise de décision? C'est à la fois des grandes orientations gouvernementales, des grands axes, mais en même temps, comment on fait pour que ça suive dans l'ensemble de la société? Avec ça, on en a pour jusqu'à midi sans problème. On va tenter d'être plus bref dans nos interventions. On garde le même ordre peut-être que tantôt. Alain, Anna-Maria, Normand, comment vous voulez interagir entre ce que vous avez dit et puis ce que je vous amène comme réflexion? Comment on fait pour accélérer cette approche gouvernementale et redescendre cette action dans l'ensemble des intervenants socio-économiques? Bien, si je peux peut-être commencer, là, parce qu'en plus, j'ai débuté ma carrière comme étant un prévisionniste météo, à faire de la prévision météorologique pour aider les décideurs à simplement gérer la variabilité naturelle du climat. Puis moi, un des points que je constatais même à cette époque-là, c'est qu'en fait, l'humanité a réussi avec succès à s'adapter aux variations du climat. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de changement climatique qu'il n'y avait pas des variations naturelles. Et c'est souvent sur la base d'expériences, vivre une canicule, vivre un événement extrême, que les producteurs agricoles, par exemple, apprenaient, tiraient les leçons des événements, etc., et réussissaient à s'adapter. Donc, il y a quelqu'un dans le chat qui disait c'est malheureux que l'être humain soit réactif et qu'attende une inondation avant de réagir. Mais c'est correct aussi. Là. Je pense que souvent, d'ailleurs, je blague en disant que si on réussit à avancer en adaptation, ce n'est pas tellement à cause de la science, c'est plutôt à cause des événements qui frappent les gens puis qui permettent de faire réaliser aux gens qu'il y a des changements climatiques. Il faut commencer à changer notre façon de réfléchir aux risques climatiques parce qu'effectivement, on n'est plus dans un climat stationnaire, on est maintenant dans un climat qui dérive. Alors, les événements météorologiques vont aider. Je vais donner un exemple concret. Le Québec n'a pas encore vécu la méga canicule qu'il y a eu en Europe en 2003 puis qui a créé des excès de décès tout à fait impressionnants. Mais pourtant, la Ville de Montréal a fait un plan d'adaptation, verdi les quartiers les plus vulnérables où il y a davantage de risques. On a mis en place des systèmes de surveillance. Oui, il y a eu quelques canicules, mais honnêtement, ce ne sont pas des tellement grosses canicules par rapport à celles qui vont éventuellement se produire sur Montréal. Donc, il y a quand même des initiatives qui ont réussi sur la base d'expérience. Et deuxièmement, puis là, c'est là que je pense que ça fait un lien avec les gouvernements, le rôle des gouvernements. Le gouvernement du Québec a mis en place un programme pour faire des plans d'adaptation. Donc, il y a certaines municipalités qui ont profité de ces financements. Anna-Maria parlait des enjeux de financement, mais au Québec, on l'a vu. Donc, il y a des municipalités qui ont profité des financements offerts par d'autres paliers de gouvernement
pour commencer à faire des plans, faire des analyses de risque, exactement en utilisant là, la figure qu'Anna-Maria montrait sur le cycle d'adaptation. Naturellement, il n'y a presque pas personne qui est rendu au volet de mesurer le progrès, évaluer la performance, etc., parce qu'on est toujours un peu en crise, en panique. Il y a 27 urgences à gérer en même temps. Et puis donc, dès qu'on a implanté une solution d'adaptation, on n'y retourne pas pour voir si ça fonctionnait. Mais c'est un bel exemple où les gouvernements peuvent avoir des effets structurants en incitant à la prévention. Naturellement, on n'est pas du tout à l'échelle qu'il faut avoir pour réussir à bien gérer les risques de façon systématique, mais quand même, si on veut faire preuve d'optimisme, là, je me trouve amusant d'être optimiste parce que d'habitude, je suis un peu plutôt comme Normand à être pessimiste, à penser qu'on a très peu d'espoir à atteindre 2 degrés Celsius, mais il y a quand même parfois certains exemples. Puis l'autre volet optimiste qui m'encourage parfois, si je regarde la façon avec laquelle les téléphones intelligents ont réussi à rentrer dans la société de façon incroyable depuis les 15-20 dernières années. Je veux dire, il n'y avait pas de téléphone intelligent il y a 20 ans. Là. Maintenant, tout le monde en a un. Ça me donne un peu d'espoir en espérant que le changement climatique va devenir autant à la mode que des téléphones intelligents. Mais là, vous allez me dire que je souffre peut-être d'excès d'optimisme. Merci Alain de cette synthèse en moins d'1 minute. C'était clair. Anna-Maria, est-ce que tu veux réagir? On ne t'entend pas. Bon, alors, je crois que nous avons des visions différentes. Quand je vois mon image, vous avez à côté de moi, et Normand, il a 2 maisons qui sont allumées, 2 immeubles pleins de lumière. Donc, je crois que effectivement, bon, je ne voudrais pas vous dire que vous êtes un gaspilleur au Canada, mais c'est quand même peut-être la différence vient aussi d'ici que j'essayais de notre chapitre, en fait notre volume 2 avait cette vision vraiment d'aller vers la nature et le volume 3 c'était plutôt de trouver des solutions technologiques, de diminuer les gaz à effet de serre, qui est aussi très important évidemment, mais bon, autre vision. Donc, pourquoi je pense que les individus sont importants? Parce que les décisions de gouvernement ne sont pas forcément suivies par la population. Par exemple, vous avez des souvenirs du mouvement des Gilets jaunes, non? En France. Et c'était à cause du fait que le gouvernement de Macron a voulu introduire encore une taxe carbone pour justement financer la transition énergétique, entre autres. Et les gens ne pouvaient plus parce qu'ils avaient déjà trop de taxes et en plus, ils n'ont pas compris l'intérêt. Donc, tandis que les individus ne comprennent pas pourquoi il faut justement encore payer notre taxe carbone, ne vont pas suivre les projets de gouvernement. En plus, les plans, je connais plein de plans climat qui n'ont pas fonctionné justement parce que après, il y avait un changement dans la gouvernance. Notre parti politique qui a gagné, qui a proposé d'autres solutions. Il y a pas mal d'études à ce sujet. Donc, les gouvernements tout seuls et même les plus grands ingénieurs et des groupes d'énergie, tout seuls ne peuvent pas faire face à des problèmes climatiques s'il n'y a pas un suivi de la part de la population. Normand, tu vas sûrement vouloir réagir à ça, mais je vais me permettre de faire un commentaire quand même parce que la question que tu soulèves, Anna-Maria, elle est passionnante sur cet enjeu en matière de tarification carbone. Et l'exemple de la France est particulier parce que
on avait déjà fait cette réflexion au niveau de l'ADEME, on l'avait déjà fait au niveau du Conseil d'analyse économique là, qui conseille le gouvernement. Cette stratégie en matière de tarification carbone, elle est présentée à l'échelle mondiale comme étant un élément fondamental pour notamment amener ces changements de comportement au niveau des individus et des organisations. Mais un des enjeux en France, c'est qu'on n'a pas du tout intégré ces enjeux en matière d'impact social associé à ça. Au Québec, on a fait le choix de réallouer l'ensemble de ces sommes dans la lutte au changement climatique. À l'échelle fédérale, on l'a redistribué aux individus. À Victoria, BC, on a réduit le volet de taxation pour en faire un volet fiscalement neutre. Dans le cas de la France, on s'en est servi pour augmenter les revenus de l'État avec des enjeux d'équité sociale importants et ça a contribué au dérapage social. Et maintenant, on essaie de relancer cette idée pour se dire comment retravailler sur cette thématique fondamentale de la tarification carbone qui corrige cette prise en compte des coûts non intégrés en matière de dégradation de l'environnement en tenant compte de ces enjeux sociaux. C'est fondamental pour y arriver. Mais là, je vais arrêter parce que sinon, je vais m'emporter. Là, on a 3 heures sur la taxe carbone. Je dois dire que la taxe carbone, c'est une grosse... Qui paye la taxe carbone? À peu près personne sauf les citoyens, là, quand on regarde au Canada. Donc, les industries, tous ceux qu'on prétend cibler, ils n'ont pas besoin de la payer. Et ceux qui sont les plus pauvres sont ceux qui souvent ramassent la facture d'une façon ou d'une autre. Donc, le déploiement de ces mesures-là est très douteux. Et donc, je suis tout à fait d'accord, Anna-Maria, qu'il faut construire l'appui des citoyens, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites par les gouvernements qui ne touchent pas les citoyens directement. Au Canada, par exemple, 78% des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas directement liées aux décisions des citoyens. Au Québec, on parle de 74% à peu près. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Comment décarboner le ciment, décarboner l'aluminium, décarboner l'acier, décarboner les réglementations pour la construction de bâtiments, la construction de routes, le choix des routes et autres. Ce n'est pas dans les mains des citoyens individuellement. C'est dans les mains des citoyens collectivement. Et là, je vous rejoins. Quand on vote, quand on accepte collectivement, mais ce ne sont pas des décisions individuelles. Si moi, je veux décarboner ma maison, j'ai très peu de contrôle parce que ce n'est pas moi qui contrôle les normes sur les fondations, sur l'isolation, sur plein de choses qui fait que j'ai des contraintes fortes. Donc, pour ça, ce sont les gouvernements, ce sont les appareils. Et là où ça marche dans le monde, et je vais arrêter là, c'est quand les appareils sont capables de faire avancer l'enjeu de manière assez discrète ou assez déconnectée des chocs frontaux avec les citoyens pour qu'on puisse avancer sans que ça en soit un enjeu politique qu'on doit renverser à chaque élection. Donc, cette cohérence de l'État et cette vision à long terme est fondamentale. Et ça, on a un petit peu de misère à faire ça dans à peu près tous les pays, c'est clair. Anna-Maria? Juste, je ne sais pas si vous avez encore des souvenirs de un des slides que j'ai présenté. Justement, on essaie de voir quelles sont des conditions nécessaires pour effectivement s'adapter à un changement à 1,5 degrés Celsius. Et nous avons vu dans cette image, à partir de la littérature, que ce sont des institutions qui constituent le plus grand obstacle. Technologiquement, c'est possible à faire. Et le souci aussi avec les gouvernements qui peuvent changer à chaque 4 ans. Et les membres du gouvernement, la gouvernance, sont des êtres humains, qui ont une pensée avec un cerveau qui nous a tout le monde a les mêmes constructions de cerveau et qui sont très souvent, en plus, ils ont plein d'intérêts, surtout dans les pays très corrompus. Donc, et justement, le mouvement entre top-down et bottom-up, c'est aussi quelque chose qui est très, très présent dans ces débats sur l'adaptation. Et je vais vous laisser conclure en quelques secondes, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire, quand tu fais, Anna-Maria, ce commentaire sur le volet mondial et ses enjeux, notamment en matière de corruption et de difficulté, ces enjeux en matière de démocratie,
que nous avons probablement un rôle encore plus fondamental à l'échelle internationale. Quand on regarde ce qu'on fait au Québec ou au Canada, si vous préférez, on se doit de réussir à faire cette transition parce qu'on a des régimes politiques adéquats, capables de prendre en compte ces volontés politiques des individus si elles s'expriment de façon importante sur le climat. Du moins, on l'espère, parce qu'on a construit nos sociétés sur cet enjeu en matière de démocratie. Et il faut donc s'en servir pour pouvoir accélérer cette transition et donner à l'État un rôle plus important en matière d'orientation que ce qu'il fait présentement. Il y a des États, c'est vrai en Europe, c'est vrai au Canada, au Québec. On espère que ça sera encore le cas aux États-Unis à la fin de la soirée aujourd'hui, mais des États qui, effectivement, ont une volonté concrète d'intervenir à partir d'une vision que les individus expriment démocratiquement. Ça reste fondamental. Il ne faut pas oublier cette dimension essentielle. Là, on est en train de tricher parce qu'on a dépassé déjà 2 minutes. Je vous laisse conclure et parce que tu étais malheureusement minoritaire dans cet échange, Anna-Maria, je vais te laisser le premier mot pour fermer le tout puisque tu étais la seule femme dans ce panel de 4 personnes. Il faudrait presque s'en excuser. Donc, je te laisse compléter le tout si tu veux en petit mot de conclusion rapide. Bon, alors, pour conclure, nous avons pu voir que tout va dans le sens qu'il faut agir très vite dans tous les niveaux pour faire face à des conséquences du changement climatique. C'est la constatation du GIEC. J'aurais bien aimé encore vous parler un petit peu de la démocratie au Canada, quand les entreprises de mines canadiennes vont détruire l'Amazonie. Ça, bien sûr, ça ne passe pas au Canada, mais ça passe. Non. Je viens de voir justement des gens de l'Équateur qui sont affolés, ouais. Mais ils ont dit que les Canadiens sont quand même mieux que les Chinois. Donc, bon, mais pour pour résumer, je crois que c'était très intéressant. J'ai appris aussi plein de choses de vos interventions et je crois que l'audition peut peut-être encore être plus motivée d'agir pour le climat. Merci Anna-Maria. Alain? Alors moi, mon mot de conclusion, ça va être de dire que je constate vraiment une meilleure sensibilisation des décideurs, même de la population en général, etc. Au cours des 10 dernières années, on voit de plus en plus de gens qui disent ah oui, on croit en la science, comme si d'ailleurs le mot croire était le bon mot à utiliser pour ça, mais on croit en la science. Mais moi, ce que j'espère, c'est que maintenant, au-delà de la croire, on va l'utiliser davantage, on va l'exploiter davantage pour amener des solutions. Et puis, malgré le fait que je pense qu'on est obligé de reconnaître que la situation est quand même assez grave, on n'a pas trop le choix d'être optimiste, puis d'essayer de travailler fort pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Et puis, naturellement, ce que j'espère, c'est qu'on arrête de dire qu'on croit à la science, puis qu'on l'utilise davantage pour pouvoir mener les décisions. Merci. Normand? Moi, je veux dire juste un mot, l'ampleur. Il faut comprendre l'échelle à laquelle on doit travailler et il faut évaluer les mesures à la hauteur de cette échelle-là, qui est extrêmement difficile à concevoir dans notre quotidien, dans notre réalité. Et je pense que pour illustrer ça, il faut revenir à un des commentaires du secrétaire général des Nations unies par rapport à ce défi existentiel en matière de changement climatique pour illustrer l'ampleur et la gravité de l'enjeu. Mais il nous dit aussi que c'est probablement l'un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité à laquelle on est appelé collectivement à réagir. C'est un défi considérable. Je reviens à ce que tu as dit, Alain, qui était presque mon mot de fin que tu as mentionné au début. Pour y arriver, on se repose sur la science. Je vous encourage très fortement à utiliser ces rapports du GIEC pour aller chercher une information pertinente et fondamentale. Et on voit bien que dans le débat politique, c'est toujours essentiel, même si certains prennent des raccourcis évidents avec cette science.
mais ça doit nous servir à faire cette prise de décision. Et j'en profite, Anna-Maria, pour te remercier et remercier tous tes collègues comme toi qui ont passé des milliers d'heures à travailler bénévolement sur ce type de rédaction. Ça reste essentiel dans la prise de décision collective. Merci beaucoup à ceux qui ont posé quelques questions. Évidemment, on a manqué de temps parce que nos panélistes parlaient tous trop, parce que l'enjeu est trop fondamental. Je vous encourage à nous faire suivre vos commentaires au besoin. Merci infiniment. Au plaisir de s'en reparler. Je sens que la question climatique n'est pas tout à fait encore réglée. Merci. Merci. Merci, bonsoir. Merci, au revoir. Merci à vous tous d'avoir participé au dialogue pour le climat. Un grand merci d'avoir été là. Je ne sais pas si Annie voulait rapidement vous remercier au nom du Climatoscope. Je sais que M. Bourque était resté un peu plus avec nous. Je le remercie. Là, il est parti. Donc, un grand merci à vous quatre d'avoir été présents et d'avoir participé. Oui, merci Normand, merci Anna-Maria, merci Alain. C'est toujours le fun de vous écouter dans les panels. Là, désolée, vous ne me voyez pas parce que je suis justement en retraite à suivre les COP avec mes étudiants. Mais je tiens à dire à Normand qu'on a beaucoup à apprendre sur ta manière de diffuser tes PowerPoint. D'accord, mes étudiants, je leur ai montré parce qu'ils étaient très jaloux. Donc, avant, c'était les météorologues qui faisaient ça, mais maintenant, on a un professeur de physique qui est capable de faire ça. Donc, les professeurs de politique doivent apprendre sur comment faire des beaux webinaires. Donc, merci Normand. Puis, j'ai très hâte de vous entendre lors de prochaines présentations. Donc, voilà, c'était juste un petit mot très court, mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre temps.